Merci et merci à nos commanditaires, Pfizer, entre autres. Et donc, je souhaite la bienvenue à la Dr. Kristen McAlpine qui donne de son temps et de son expertise. Et merci Kristen. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un outil de sensibilisation à un nouveau traitement pour le cancer du rein. Et vous êtes l'auteur principal de cette décision. Et c'est aussi un don de votre temps et de votre expertise. Et je tiens à la dire à nos patients, Kristen était aussi l'auteur principal de quelques documents sur le traitement de cancer, des outils de sensibilisation très utiles de cancer du rein au Canada. Merci beaucoup, à vous la parole. Oui, pas de problème, je me présente. Merci de l'invitation. Et je ne vais pas parler pendant trop longtemps. Merci de l'occasion de prendre la parole. Je vais afficher mon écran. Merci beaucoup de l'invitation, Christine. C'est toujours excellent de pouvoir interagir avec les patients et d'avoir de telles occasions. Je m'appelle Christine McAlpine. Je suis oncologue, urologue. Je travaille à Credit Valley, Mississauga, à, à 30 minutes de l'ouest de Toronto. Aujourd'hui, je vais parler d'une aide à la décision d'un patient pour appuyer l'utilisation de Pembro dans des patients atteints d'un cancer du rein à risque élevé. Beaucoup de patients, lors de leur première rencontre avec un médecin, en fait, apprennent qu'ils ont une grande tumeur au rein. Et parfois, les patients se font enlever tout le rein ou une partie du rein, c'est-à-dire une néphrectomie ou une néphrectomie partielle. Et ça se fait lorsque la tumeur ne s'est pas répandue à l'extérieur du rein. Mais lorsque ces tumeurs se répandent dans ce qui entoure les reins, dans d'autres organes, 50% des patients avec un cancer localisé auront une récidive au cours des 5 prochaines années. Plusieurs études ont évalué l'utilisation de médicaments post-opération pour des patients à risque élevé pouvant baisser ce risque de récidive et augmenter la probabilité de survie. Et malheureusement, les résultats ont été pour la plupart négatifs. Il y a eu une étude qui montre qu'on peut réduire le risque de récidive, mais ces patients avaient beaucoup d'effets secondaires et en bout de ligne, ça n'a pas augmenter le taux de survie global. Mais quelque chose d'excellent. Au cours des 2 dernières années, il y a eu 2 documents sur une étude Keynote 564 qui comprend l'option de pembrolizumab, une immunothérapie post-intervention chirurgicale pour les patients à risque élevé. Donc voici les critères d'inclusion. Je suis certain que vous les avez déjà vus. Donc Keynote 564 comprend des patients âgés de plus de 18 ans qui avaient eu une néphrectomie radicale ou partielle avec des marges négatives et pour être randomisés à l'intérieur de 12 semaines après l'opération, carcinome de cellules rénales et un risque élevé de récidive. Ça veut dire que c'était soit une tumeur T2, c'est-à-dire une tumeur plus grande qui était agressive ou avait certaines caractéristiques agressives, une grande tumeur qui se propageait dans les vaisseaux sanguins ou dans un autre organe, un cancer du rein dans un ganglion près du rein qui a été enlevé, ou une métastase qui avait été enlevée à l'intérieur d'un an et il n'y avait pas d'indication de maladie.
les patients ne pourraient pas avoir subi des traitements antérieurs pour le cancer du rein et les patients de l'étude ont reçu soit pembrolizumab ou un placebo de façon intraveineuse toutes les 3 semaines pour jusqu'à 17 cycles. Voici les tableaux qui montrent les résultats de l'étude et ces tableaux seront bientôt actualisés. On nous dit qu'il y aura une réunion très importante du UASCO où on verra des informations actualisées de cette étude. Alors, ce graphique considère la probabilité que le cancer du rein revienne avec le temps. Et essentiellement, ce que ça montre, c'est qu'avec la ligne bleue, ça, c'est des patients qui ont eu le pembrolizumab. Les patients avaient une moins grande probabilité d'avoir des récurrences de cancer du rein s'ils avaient reçu le médicament adjuvant. Ce graphique-ci, similairement, les patients qui ont eu le traitement avec le pembrolizumab, la ligne bleue, ça regarde la survie en général. Et même si les patients qui ont eu le pembrolizumab se débrouillent un peu mieux pour la survie globale, ça, on n'a pas encore eu assez de données. Ça veut dire que probablement, on n'a pas eu assez de données pour dire si vraiment ceci est un essai clinique réussi pour ce qui est de la survie globale. Mais cela étant dit, jusqu'à maintenant, suite à ce que les recherches ont fait sur cette étude, c'est que dans les prochains mois, on va avoir des données mises à jour qui suggèrent que peut-être la survie globale aussi va s'améliorer avec le pembrolizumab en adjuvant. Alors, dès que les patients reçoivent un traitement, il y a toujours un risque d'effets indésirables, d'effets secondaires, et le pembrolizumab est comme les autres médicaments dans ce sens. Alors, sur ce tableau, on peut voir, bon, les patients qui ont reçu pembrolizumab versus le placebo et les effets nocifs, les effets indésirés. Et on peut voir que c'est environ le double le nombre de patients qui ont reçu le pembrolizumab comparativement au placebo. Et une fois de plus, pour des effets graves adverses, il y en avait beaucoup plus, bien entendu, qui ont eu des effets secondaires graves comparativement au placebo. Alors, lorsqu'on regarde ces choses-là, il faut savoir quels sont ces effets secondaires. Le plus fréquent, les événements indésirables, c'est la fatigue, la diarrhée, l'arthralgie, bon, c'est des douleurs aux joints, l'hypothyroïdisme et les problèmes dermatologiques. Et la plupart de ces effets indésirables ne causent pas souvent des résultats sérieux pour les patients, mais ça peut vraiment avoir un impact sur la qualité de vie. Cela étant dit, il y a quand même certains événements indésirables qui sont plus graves, qui peuvent vraiment avoir un impact sur la qualité de la vie et leur santé globale. Alors, en tant qu'un agent d'immunothérapie, il y a des cas rares, mais qui existent, des patients qui développent des effets indésirables graves, comme le développement du diabète ou d'une rente adrénale qui ne fonctionne pas, quelqu'un qui a besoin de stéroïdes pour le restant de leur vie. Alors maintenant, on est devant cette option potentielle d'un patient qui a des grosses tumeurs au rein. Ils rencontrent leur médecin, ils font une néphrectomie partielle ou complète et ils se qualifient pour soit recevoir le pembrolizumab adjuvant ou pas. Et c'est disponible en ce moment dans la plupart des provinces au Canada. Et c'est une décision difficile à faire parce qu'en tant que patient, il faut faire l'équilibre entre les avantages et les désavantages. Il faut penser quels sont les avantages potentiels de ce médicament, mais aussi quels sont les désavantages potentiels de ces médicaments. Et c'est une décision difficile qui exige beaucoup de réflexion et ça peut être difficile pour les patients et les cliniciens d'en arriver à une décision dans la petite réunion brève que vous allez peut-être avoir. Alors, Cancer du Rein Canada m'a abordé avec le réseau de recherche Le Cancer du Rein du Canada, qui ont demandé si on pouvait développer une aide à la décision pour aider à faciliter la décision collaborative pour cette décision très difficile. Et vous allez peut-être dire, pourquoi vous? Et la raison, c'est que, en fait, on a déjà fait des aides à la décision pour les parents, pour les patients durant les 5 ou 6 dernières années. J'ai participé à plusieurs autres qui aident les patients à être informés à propos de la décision qu'ils doivent prendre. Bon, il faut regarder les résultats possibles et
les probabilités de gestion et ensuite, ils peuvent avoir une discussion informée avec leur clinicien pour déterminer quelle est la meilleure option pour eux. Alors, c'est quoi une aide à la décision pour un patient? C'est un outil clinique utilisé pour faciliter la prise de décision partagée pour une population spécifique des patients qui ont une décision difficile à prendre. Pour que ça soit une aide à la décision des patients, il faut que ça explique quelle est la décision à prendre, il faut que ça fournisse les options de gestion et les résultats possibles, et il faut que ça clarifie les valeurs et les préférences des patients. La recherche précédente sur les aides à la décision pour les patients montre que les patients qui utilisent un tel outil comprennent mieux leurs conditions de santé, ils comprennent mieux les risques, ils sont plus impliqués dans la prise de décision et en fin de compte, ils ont plus de satisfaction avec la décision qu'ils ont prise. Aussi, ces aides à la décision diminuent les conflits décisionnels. Bon, ce sentiment de ne pas savoir quoi choisir ou la bataille pour savoir quelle option il faudrait voter, pour laquelle option il faudrait voter, ça diminue le manque de décision, d'esprit de décision et ça améliore la qualité des décisions. Lorsque les patients et les cliniciens en arrivent à un processus décisionnel de haute qualité, il faut que les patients aient les meilleures données disponibles. Il faut que ça soit personnalisé. Alors, par exemple, un patient qui a une grosse tumeur au rein, mais aucun signe qu'il y a de métastases, est différent d'un patient qui a une grosse tumeur qui a été enlevée et ensuite un site de métastase. Alors, pour correctement informer les patients individuels, c'est important qu'on utilise une approche individualisée par rapport à leurs circonstances, mais aussi aux éléments probants que nous avons de la recherche qui est disponible. Aussi, c'est important d'utiliser un langage centré sur le patient et qu'il faut évaluer et incorporer les valeurs et les préférences des patients. Il y a environ 5 ou 6 ans, les chercheurs sur le cancer du rein au Canada, de même que les défenseurs des droits des patients, ont développé les priorités euh, pour les patients. Et une de ces priorités, c'était de développer des outils de prise de décision pour les patients et les fournisseurs de soins de santé pour aider les décisions dans toutes les étapes du cancer du rein. Et à cause de cet appel à l'action, c'est pourquoi nous avons créé les aides à la décision pour des patients avec des petites masses au rein et aussi pour les patients avec des masses plus importantes localisées. Et la création de cette aide à la décision, c'était de viser ce besoin pour de l'aide pour développer des outils pour cette prise de décision partagée. Alors, l'objectif de notre projet était de développer une aide à la décision pour faciliter la prise de décision collaborative pour des patients avec le cancer de rein avancé qui considèrent la pembrolizumab adjuvant après la chirurgie. On a suivi une approche systémique basée sur les éléments probants pour développer cet outil. C'est la même approche qu'on a utilisée pour tous les autres aides à la décision que nous avons rédigées. Les patients inclus étaient ceux qui auraient été admissibles pour l'étude Keynote 564. On en a parlé déjà, mais ça dépend des résultats de la chirurgie, jusqu'à quel point le cancer était agressif. Les patients, ça devait être à moins de 12 semaines de leur chirurgie, et ils devaient décider entre le pembrolizumab adjuvant ou pas. Les deux options, c'était de recevoir le pembrolizumab et de faire un suivi, ou peut simplement avoir un suivi sans le pembrolizumab. Les avantages et les risques sont montrés sur l'aide de la décision en utilisant des diagrammes pour mieux présenter les données. Alors ici, par exemple, on va voir les avantages de ne pas avoir de cancer du rein détectable après 2,5 années de suivi, ce qui vient directement de cette étude-là, Keynote 564. Et on peut voir ici que le nombre de visages en vert, c'est le nombre de patients pour qui probablement auraient ce résultat. Alors, par exemple, pour le pembrolizumab, 77 sur 100, 77% des patients, en se basant sur l'essai clinique, n'auraient pas de signe de cancer, comparativement à 66 pour le volet qui n'avait pas de pembrolizumab. On a aussi inclus, la partie très importante, bon, le risque des effets indésirables graves, là. Et une fois de plus, on a utilisé des petits graphiques pour montrer qu'avec pembrolizumab,
on s'attend à ce qu'il y ait plus de patients qui aient des effets indésirables négatifs. On a utilisé un langage descriptif pour montrer les effets indésirables les plus fréquents. Bon, on a inclus la diarrhée, l'inflammation des intestins, des tests anormaux pour le foie, mais on a aussi dit que d'autres événements négatifs graves exigeraient souvent des médicaments supplémentaires, comme par exemple le développement du diabète, où le patient devrait utiliser l'insuline et faire le suivi de sa glycémie pour le restant de ses jours. Après avoir présenté toutes les données, on inclut une page sur l'aide à la décision qui aide aux patients à clarifier leurs préférences et leurs valeurs. Après que le patient ait une possibilité de regarder leurs options et les diverses composantes, les options de gestion, là, c'est important pour eux que les patients se disent qu'est-ce qui est plus important pour moi. Alors, par exemple, est-ce que c'est important pour vous d'empêcher que le cancer du rein revienne? Si c'est important, le patient mettrait 5 ou 4. À quel point est-ce que c'est important de recevoir tous les traitements possibles pour traiter votre cancer? Pour certains patients, ce serait un 4 ou 5. Pour certains patients, c'est peut-être pas important. Alors, ils peuvent montrer à leur clinicien que c'est peut-être pas aussi important pour eux. Et l'autre catégorie, bon, pour recevoir le surveillance sans pembrolizumab, c'est jusqu'à quel point est-ce que c'est important d'éviter plusieurs rendez-vous médicaux et des visites à l'hôpital. Pour le pembrolizumab, il faut que les patients viennent à toutes les 3 semaines pour le traitement par intraveineux et il y aura peut-être plus de scans, plus de prises de sang. Alors, pour certains patients, venir plusieurs fois à l'hôpital, c'est peut-être pas un problème, alors que pour d'autres, ça serait très problématique et c'est pas quelque chose qu'ils voudraient faire. Alors ça, ce processus-là, c'est un exercice pour aider les patients à clarifier leurs valeurs et leurs préférences avant de parler à leur clinicien. La prochaine étape sur la prise de décision, c'est vraiment de regarder l'information des patients. Alors, ça demande des questions basées sur les connaissances pour que le clinicien puisse mieux comprendre si le patient comprend l'information qu'on lui a fournie. Alors, un exemple, quelle option va diminuer la probabilité que le cancer du rein va revenir d'ici 2,5 années de sa vie? Et une personne qui a regardé la lésion pourrait penser que c'est pembrolizumab, pas de pembrolizumab, les deux options ou pas sûr. Et une fois de plus, ça aide au clinicien de comprendre jusqu'à quel point le patient a compris ce qui se passait dans son cas. Après avoir créé cette aide à la décision pour les patients, on a fait ce qu'on appelle des tests d'acceptabilité. Ce que c'est, ce genre de test, c'est qu'on demande aux parties prenantes, bon, des individus qui sont pleinement investis dans la création de ce genre d'outils, de faire la révision de l'outil qu'on a créé pour fournir des rétroactions autant par description que en répondant à des questions à propos de s'ils étaient d'accord avec l'outil, s'ils pensent qu'il y a des améliorations à apporter, et ainsi de suite. Alors, pour ces tests d'accessibilité, il y avait 10 militants des patients qui nous ont fourni des rétractions, 5 urologues, 8 oncologues médicaux et 2 experts en méthodologie. Voici un exemple des questions qu'on posait à ces gens qui faisaient la révision de l'outil, mais c'était fait en ligne aussi, et les cliniciens et les militants pour les patients pouvaient remplir ce sondage. Alors, voici certains des résultats. Une des questions, c'était est-ce que le langage était facile à comprendre? Et la grande majorité des gens qui ont fait la révision de cet outil ont dit que oui, c'était facile à comprendre. La longueur maintenant de l'aide à la décision. Les gens pensaient que, en général, que c'était la bonne longueur. Certains pensaient que c'était un peu trop long. Et une question très importante, c'est, je crois que cette aide à la décision serait utile pour un nouveau patient. Et autant les cliniciens que les militants pour les droits des patients étaient d'accord que oui, ça serait une aide à la décision utile pour les patients. Alors voici où notre aide à la décision est rendue. On l'a rédigée, on l'a fait réviser et maintenant, Cancer du Rein Canada est en train de le préparer pour l'imprimer, mais aussi pour le mettre sur les divers sites web. Alors voici la première page de notre aide à la décision.
Est-ce que tu devrais recevoir le pembrolizumab après la chirurgie pour le cancer du rein pour éviter que le cancer revienne? Et il y a diverses diapos qui expliquent la décision qui doit être prise. Alors, sur la deuxième page, on explique, bon, c'était de la décision et peut-être bon pour vous. Et ça montre bien quel genre de patient profiterait de cette aide à la décision. Bon, ceux qui pourraient recevoir le pembrolizumab. Alors, le patient qui ne connaît pas ceci, après cette chirurgie, peut-être qu'ils vont pouvoir voir cette aide à la décision pour dire, ah, mais peut-être que ça pourrait être moi, ça. Et ils pourraient en parler à leur clinicien et discuter de cette option. C'est une autre façon d'informer les patients de leurs options. Une fois de plus, pour que le traitement soit non biaisé. Ensuite, on explique, mais c'est quoi le pembrolizumab? Et une fois de plus, c'est très important que lorsqu'on rédige ces aides d'addition, il faut que le langage soit facile à comprendre. Alors, les termes, il faut que ça soit compris, ces termes, mais il faut aussi que, si jamais j'ai du jargon médical qu'on rencontre, pour que les gens puissent comprendre le jargon médical, par exemple, pembrolizumab, c'est un autre nom pour Keytruda, qui est la marque de commerce. Ça peut être très mêlant lorsqu'on entend tous ces types d'options. Alors, on a aussi expliqué les patients autant que possible à propos du traitement qu'ils considèrent. Ensuite, on clarifie quels patients sont admissibles pour recevoir le pembrolizumab. On parle des dernières recherches sur le pembrolizumab après la chirurgie sur le cancer du rein et on essaie de simplifier le langage de Keynote 564, cet essai clinique, et ça a été révisé par plusieurs cliniciens, mais de façon importante, de 10 militants pour les droits des patients qui ont donné des rétroactions sur le libellé de ces documents. Ensuite, on parle de la recherche, des recherches sur les autres traitements médicaux après la chirurgie sur le cancer du rein. Alors, on a regardé d'autres essais cliniques et on explique pourquoi le pembrolizumab est la seule option disponible au Canada. Et on a parlé des étapes 2 et 3 qui étaient de clarifier les valeurs et les préférences de chaque patient individuel, de même que les questions pour détecter, pour vérifier leur connaissance. Et dans la quatrième étape, après l'individu est passé au travers de l'aide à la décision, on peut expliquer à leur clinicien ou pour eux-mêmes aussi, bon, je préfère de recevoir le pembrolizumab et le suivi, ou je préfère de recevoir le suivi sans pembrolizumab, ou j'ai besoin d'en parler avec mon médecin et ma famille, ou j'ai besoin d'en apprendre plus à propos de mes options. Et ça aide. Alors, lorsque quelqu'un arrive à la clinique, le clinicien sait où ils sont rendus et peut les aider, les guider dans le temps qu'ils ont de disponible pour diriger cet individu vers les ressources dont il a besoin. Alors, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, une fois qu'on aura finalisé cette aide à la décision, on va le mettre sur le site web du Ottawa Decision Aid. Ça, c'était celui pour les petites masses rénales. Oh, pardon, pour les plus grosses masses rénales. On l'a mis sur le site web du Ottawa Decision Aid et il est librement disponible à tout le monde internationalement. Et pour le cancer du rein Canada, il prépare l'aide à la décision. Il devrait être prêt pour l'impression, mais aussi pour être affiché sur euh, l'onglet du site web qui s'appelle Nouvelles ressources pour les patients et les aidants. Et les patients, les aidants vont pouvoir y avoir accès et pourront regarder l'information qui est disponible et ensuite s'informer des options disponibles et quelle pourrait être leur décision. Alors, en résumé, on a créé une aide à la décision pour les patients pour savoir s'ils devraient recevoir ou pas le pembrolizumab adjuvant après le cancer, la chirurgie pour le cancer du rein. Cet outil a été jugé comme étant acceptable par les parties prenantes et approuvé autant par le réseau sur la recherche sur le cancer du rein du Canada et par le cancer du rein Canada. Alors maintenant, je voudrais remercier, voici tous les co-enquêteurs, les co-chercheurs qui ont participé à la rédaction origine de l'aide à la décision, mais plusieurs d'entre vous ici aujourd'hui nous avez aidés dans la révision de cette aide à la décision. Vous avez fourni des rétroactions détaillées et on apprécie manifestement toutes vos contributions. Ces outils sont là pour les patients.
Alors, le but, évidemment, c'est que les patients soient impliqués dans tout le processus de rédaction de ces outils. Alors, merci à tous pour votre temps et vos efforts. Et si vous voyez l'outil et que vous avez des rétroactions, dites-le nous. Il me fera toujours plaisir d'avoir plus de rétroactions pour améliorer cet outil, le bonifier pour les patients à l'avenir. Merci beaucoup pour votre temps. Et si vous avez des questions ou des commentaires, il me fera plaisir de répondre à vos questions maintenant. Et voici mon adresse électronique si c'est une façon plus facile de me contacter. Merci beaucoup, Dr. Kristen. C'était très informateur et j'ai vraiment apprécié le langage convivial pour les patients. Ça fait une grande différence. C'était excellent. Mais j'ai quelques questions pour vous si ça ne vous dérange pas d'abord de dire merci, merci pour avoir montré l'importance de la prise de décision en collaboration. Ça se produit pas toujours, mais on est très heureux lorsque nos professionnels des soins de santé parlent le même langage que les patients et qu'ils collaborent avec les patients. Bon, c'est important de parler avec votre médecin et vous avez ce droit-là. C'est ce qu'on dit à nos patients. Alors, ça va être un excellent outil pour faciliter ce processus, pour que les patients puissent mieux collaborer avec leurs professionnels de la santé. Et j'ai bien apprécié que vous avez mentionné les 10 priorités. On ne le voit pas aussi souvent, mais c'est bien que vous en ayez parlé dans votre présentation. Bon, j'ai quelques questions. Primo, est-ce que ce traitement, bon, parce que, bon, à cause des échéanciers, est-ce que ce traitement serait restreint pour les patients dans les régions rurales? Et si oui, comment est-ce qu'ils pourraient y avoir accès si c'est approprié pour eux? Excellente question. Et c'est une question excellente qui souvent, bon, plusieurs des urologues posent une question similaire lorsqu'ils font la révision de ces données. Et la réponse est que, en tant qu'urologue, bon, quelqu'un qui opère sur des cancers du rein, c'est important de savoir ce à quoi les patients sont admissibles et de comprendre que les valeurs, les préférences d'un patient sont très importantes lorsqu'on parle des diverses options de traitement. Alors, pour certains patients, même s'ils sont dans des régions éloignées, c'est important pour eux de rencontrer un oncologue médical afin d'en discuter. Et c'est possible, bon, parfois, pas toujours, que le traitement va peut-être pouvoir être donné à une chaise de chimiothérapie ou dans une chaise plus près de où ils habitent, ou s'ils sont dans un endroit plus éloigné ou un endroit plus urbain, il y a peut-être une chaise d'infusion plus proche et un clinicien plus proche de leur maison qui peut faire le suivi des effets secondaires et que ce ne serait pas aussi fréquemment qu'ils auraient besoin d'aller dans les grands centres. Alors, c'est difficile parce que les traitements, c'est toutes les 3 semaines. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, bon, il faut aller dans un centre urbain à toutes les 3 semaines ou au moins d'avoir une chaise d'infusion plus près de la maison. C'est limitant. Bon, il faut le faire dans un centre qui est capable de faciliter la prise de médicaments par intraveineux. Oui, alors, bon, j'imagine que ce serait correct pour que le patient ait cette conversation s'ils sont dans une telle situation. Donc, ils n'habitent pas nécessairement près d'un centre de cancer, mais il faut leur demander à l'oncologue, est-ce que c'est possible pour moi? Y aurait-il une façon de s'arranger, de moyenner? N'ayez pas peur de le poser, la question. Oui, c'est important de poser à votre urologue, bon, la personne qui va faire la chirurgie. Pourquoi? Parce que ce qui se produit souvent, c'est que l'individu va avoir une chirurgie avec un d'entre nous, et ensuite on a le rapport de pathologie, et le chirurgien doit identifier est-ce que c'est un individu qui serait un candidat pour le pembrolizumab en adjuvant. Alors, pour plusieurs patients, si le clinicien n'était pas au courant, on n'irait même pas voir l'oncologue médical et ce ne serait pas considéré. Alors, c'est le chirurgien à qui il faut poser cette question après la chirurgie. Et on est comme la porte d'entrée, si on peut dire. C'est pourquoi j'aime ça, présenter ce genre d'outils, pour que tous les patients soient au courant. On veut s'assurer que le traitement, les options ne soient pas biaisées et que les patients aient toutes leurs options, qui que soit votre chirurgien. Oui, excellente information, merci. Et oui, alors c'est très important de parler à votre chirurgien à propos de ceci. Et je pense que le point clé, c'est qu'il faut disséminer l'information autant que possible.
Et je voulais vous rassurer que après aujourd'hui, on voulait présenter cet outil d'aide à la décision. On voulait la faire présenter par vous. Et maintenant, ça va être disponible sur notre site web. En fait, il est déjà prêt à aller vers l'imprimeur. Ça va se produire la semaine prochaine. Ça va être disponible pour nos patients. Ils vont pouvoir nous téléphoner, on va pouvoir leur envoyer. Et ça va être aussi placé dans les centres clés pour les patients. On a déjà des ententes pour les distribuer. Mais si vous êtes un de ces patients dans une région où, en fait, vous n'êtes pas traité là, dans un centre de cancer, contactez-nous parce qu'il nous fera bien plaisir de vous envoyer cette information-là gratuitement. On prend envoyer cette information-là à votre médecin ou à votre clinique juste pour disséminer l'information. Alors, merci beaucoup, Dr. Kristen. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions, mais si oui, n'hésitez pas à contacter le Dr. McAlpine ou nous-mêmes et on va s'assurer de lui acheminer vos questions pour que vous ayez les bonnes réponses. Alors, merci beaucoup, Dr. Kristen. Et merci pour cet outil d'aide à la décision. Merci pour l'invitation et je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, merci.